Que se passe-t-il lorsqu'un atome absorbe de l'énergie? Pour le comprendre, on peut dessiner un axe vertical qui va être un axe ici, gradué en énergie. Donc c'est la grandeur énergie qui figure sur cet axe-là. On va supposer dans un premier temps que notre atome se situe à un niveau d'énergie le plus bas possible, ici. C'est ce que pour un atome, on appelle un niveau fondamental. Si on apporte de l'énergie, alors comment lui apporter de l'énergie? Soit par l'intermédiaire d'un choc avec un autre atome, ou soit par l'intermédiaire d'un rayonnement, d'un photon qui va porter une certaine quantité d'énergie et qui va venir peut-être interagir avec mon atome. Si j'apporte de l'énergie à cet atome, on pourrait imaginer dans un premier temps que cet atome gagne un peu d'énergie et vienne, par exemple, à cet état d'énergie ici. Il a gagné un petit peu d'énergie, il est venu là. Mais on pourrait très bien imaginer qu'en lui donnant un peu plus d'énergie, cet atome serait arrivé dans cet état-là, ou peut-être dans celui-ci, celui-là, ou encore ici, là. Et pourquoi pas ici, là, juste en dessous, ou encore un peu en dessous. On pourrait imaginer dans un premier temps que un atome peut se retrouver dans n'importe quel état énergétique situé plus haut que son état fondamental. Il y aurait donc, dans cette vision des choses, une infinité d'états énergétiques possibles pour un atome, quand il gagne de l'énergie. Or, ce que nous apprend la physique quantique, c'est que les atomes ne se comportent pas comme ça. C'est-à-dire que pour un atome donné, il existe un certain nombre d'états énergétiques qui sont autorisés. Alors il porte des noms. Celui qui se trouve tout en bas, l'état énergétique. L'état énergétique juste au-dessus est appelé E1. Le suivant est appelé E2. Celui d'après E3, et ainsi de suite. Seul signe autorisé pour mon atome. C'est-à-dire que lorsque cet atome va gagner de l'énergie, il faudra lui fournir l'exacte quantité d'énergie qui est nécessaire pour accéder soit à E1, soit à E2, soit à E3, à E4 ou à E5. S'il lui est fourni une autre quantité d'énergie que cela, cette énergie ne sera pas absorbée et mon état fondamental sera conservé. On dit, dans ce cas-là, que les niveaux d'énergie d'un atome sont quantifiés. Ils sont en nombre bien. Alors quand mon atome veut ou gagne de l'énergie, il peut par exemple faire un saut vers un état énergétique plus grand. Ce saut-là, qui va l'emmener de E0 vers E1, par exemple. Mais pour effectuer ce, il doit gagner une certaine quantité d'énergie, que je vais noter delta E, qui va l'emmener de 0 à 1. Et cette quantité d'énergie, elle doit être exactement égale à E1 moins E0, c'est-à-dire la différence d'énergie qu'il y a entre les deux états de l'atome. De la même manière, si mon atome veut monter à son niveau d'énergie E2, partir de son état par exemple fondamental, il doit arriver jusqu'à l'état E2, il doit faire ce saut énergétique là. Pour ça, je dois lui fournir une énergie delta E2, E0, 2, qui va être plus grande que delta E0, 1, mais qui doit être exactement égale à E2 moins E0. Il n'y a pas une infinité d'états énergétiques possibles, mais ils sont en nombre fini, en nombre quantifié. Ces niveaux d'énergie que j'ai notés E1, E2, E3, E4, E5, etc., c'est ce qu'on appelle les niveaux excités de l'atome. Alors que E0, ici, est appelé son niveau fondamental. Si cet état d'excitation est provoqué par l'absorption d'un photon, eh bien, on va s'apercevoir que, en termes de longueur d'onde ou de fréquence, ce photon doit avoir des propriétés bien particulières. Alors, rentrons un petit peu dans le détail d'un photon qui aurait l'énergie nécessaire pour que mon atome passe de son état E0 à son état E1. J'ai donc un photon qui va arriver, qui va pouvoir être absorbé
ici, un petit photon, il va pouvoir être absorbé par l'atome et l'action vers E0 et E1. Ça, ce sera possible uniquement si mon petit photon est porteur lui-même d'une quantité d'énergie delta E, qui doit être strictement égal à delta E pour aller de 0 à 1. Si le photon n'est pas porteur de ce delta E-là, il ne sera pas absorbé par l'atome. Mais ce delta E que porte l'atome, ce petit excédent d'énergie, eh bien, est directement proportionnel à sa fréquence. La relation qui permet de le déterminer, c'est delta E égale H nu désignant la fréquence du photon. Dans cette même relation, H c'est la constante de Planck dont la valeur vaut 6,63 fois moins 34 l'unité joule seconde. Constante de Planck. Donc lorsque je connais la fréquence nue de mon photon, je suis capable de calculer le delta E qu'il possède. Donc ce petit excédent d'énergie qu'il va potentiellement pouvoir apporter à l'atome. Comme j'ai vu dans la partie de cours précédente, je sais que nu est égal à C sur lambda. Cette relation peut aussi s'écrire H fois C sur lambda. H désigne toujours la constante de Planck, C la célérité de la lumière dans le vide, mètre désignera la longueur d'onde de ce photon qui arrive, longueur d'onde qui doit être exprimée en mètres. Donc si je connais les caractéristiques du photon qui arrive, sa longueur d'onde ou sa fréquence, je pourrai calculer l'énergie, la quantité d'énergie qu'il porte. Et peut-être que cette quantité d'énergie pourra être absorbée par l'atome si elle lui permet de passer d'un état d'énergie autorisé à un autre état d'énergie autorisé.